Au sommaire, le feu de la Saint-Jean, les aménagements de la rue d'Oberbronn de Reichshofen, l'école maternelle de Reichshofen en fête et les festivités de fin d'année à Dembach. Et commençons par les 35 ans du collège de Niederbronn-les-Bains. Le collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains a fêté ses 35 ans. Pour cette occasion, Ernest Cron, le 4e proviseur du collège, a ouvert ses portes au public. Après un message d'accueil en français, alsacien, allemand et anglais, les curieux ont pu se balader de salle de classe en salle de classe pour y découvrir les travaux des collégiens. Les expositions ont pour thème les dictons alsaciens, les enluminures, les photos de voyage en Italie ou les légendes et eaux alsaciennes. Les couloirs accueillent une exposition citoyenne montée en collaboration avec la base 901 de Drachenbronn. Une vingtaine d'ateliers sont organisés, entre autres musique, informatique, rencontres sportives et danse. Les visiteurs pouvaient également acquérir à l'espace Charlie un porte-clés à l'effigie du collège. L'école de musique du canton, dirigée par Alexandre Jung, est présente pour l'événement. Faisons un bref retour en arrière. L'histoire du collège n'a pas commencé il y a 35 ans seulement, mais qu'il existait déjà pendant la guerre à Niederbronn-les-Bains un cours complémentaire qui accueillait les élèves qui voulaient faire le brevet. Le brevet à l'époque permettait d'entrer dans les administrations comme le Trésor public, la Poste, la SNCF, etc. et préparait aussi un certain nombre d'élèves au concours d'entrée à l'école normale. Les cours se tenaient à l'époque dans 3 salles de l'actuelle maison de la musique et des associations au centre-ville à côté de la maison des arts et des congrès, avant de se dérouler dans quelques salles du groupe scolaire Hans Haug qui jouxte le collège et qui héberge actuellement les élèves de l'école primaire, auxquels sont venus se rajouter quelques classes mobiles. J'ai été nommé ici à partir du 1er septembre 1996, donc je termine ma 9e année. Vous savez, chaque jour suffit sa peine, il y a à faire tous les jours, lourde. On y arrive avec une équipe et on n'est jamais seul ce serait beaucoup plus difficile, mais ça se passe, je dirais, plutôt bien. Là, nous avons actuellement 444 élèves et les effectifs vont baisser assez considérablement. Pour la prochaine rentrée, nous perdrons presque 50 élèves. Mais au fait, pourquoi le nom de Charles Munch ? Ouais, ça c'est une bonne question. Il aurait fallu la poser à mon prédécesseur puisque c'est lui qui en est à l'origine. Et c'est un nom qui a été choisi parmi d'autres suite à une large consultation locale. Donc je crois que c'est un enfant du pays. Il a une carrière internationale et je crois qu'on lui fait honneur et c'est tout à fait mérité. C'est sous la direction de Gilbert Romer, proviseur entre 1977 et 1996, que le collège est baptisé Charles Munch en 1981. Charles Munch, rappelons-le, est un célèbre chef d'orchestre du XXe siècle qui fonda notamment l'Orchestre de Paris. Lors de la première promotion en 1970, le collège comptait 371 élèves. Il en comptera 390 à la rentrée prochaine. Jeunes venant de Niederbronn-les-Bains, mais aussi de Gumbrechtshofen, Oberbronn, Hofwiller, Rothbach et Zinswiller. Des souhaits pour l'avenir ? Je souhaite qu'il continue de ne pas perdre d'élèves comme cette année et que ça reste un collège sympa dans un environnement tout à fait merveilleux sur le Mont-Rouge et que tout se passe sereinement dans l'intérêt des enfants et qu'ils apprennent ici à mûrir et à progresser. Le football club d'Oberbronn a organisé son 5e feu de la Saint-Jean. C'est au stade de la commune que des centaines de personnes se sont réunies pour fêter le solstice d'été. Traditionnellement, les feux de la Saint-Jean marquant le début de l'été avaient lieu dans la nuit du 23 au 24 juin ou du 24 au 25 juin. Le 24 étant le jour de la Saint-Jean. Cette année, c'est un moulin qui brûlera une partie de la nuit. Une dizaine de bénévoles ont travaillé pendant plus d'une semaine à l'ouvrage. La constitution de ce moulin a nécessité 8 journées de travail, 5 journées en forêt pour couper le bois et 3 journées pour le montage. Je pense qu'il doit y avoir dans les 400 personnes. On a essayé de proposer des menus diversifiés. Donc on a pour la première fois un bœuf à la broche
qui a remporté un succès relativement intéressant, et les traditionnelles grillades merguez et saucisses blanches. C'est unique chaque année et c'est dommage pour le moulin. Ça a été beaucoup de travail à mon avis pour monter tout ça. Et il fait très chaud. Mais bon, c'est bien, on se retrouve, il y a beaucoup de monde, on peut discuter. C'est un beau moment à passer. On est sur le chantier de la rue de Bobronne, chantier que la ville de Reichshoffen a démarré il y a 2 mois de ça par la pose des réseaux secs. Là en ce moment donc la route est coupée depuis lundi pour une durée de 5 semaines. Donc pendant cette période nous procédons au terrassement de la chaussée. Alors la rue de Bobronne est en mauvais état, vous le dites depuis un certain moment. On a quand même procédé il y a 2 ans à la restructuration du réseau d'assainissement, à savoir on a posé un nouveau réseau d'eau usée. L'ancien réseau a été gardé pour en faire un réseau d'eau pluviale et le syndicat des eaux en a profité pour refaire une nouvelle conduite d'eau de bas en haut. On ne pouvait pas enchaîner les travaux de voirie dans la foulée puisqu'on préfère toujours attendre 1 an ou 2 que l'ensemble se tasse correctement et pour avoir une structure de chaussée homogène par la suite. Le projet de la rue de Bobronne, ça fait 1 an qu'on y travaille, au moins 1 an. Il y a eu un avant-projet sommaire qui a été fait par un autre bureau d'études que celui qu'on a aujourd'hui. L'avant-projet sommaire, c'était pour voir comment on peut faire régler les problèmes de circulation, les problèmes de stationnement, comment aménager cette entrée de ville qui est quand même une entrée de ville principale, puisqu'elle permet de déboucher directement sur la RN 62 et de permettre d'accéder à Reichshoffen par la RN 62, par le rond-point du Sandholz. La structure de chaussée et les aménagements ont été conçus justement dans cet esprit d'entrée de ville principale. Donc on mettra en place des bordures larges. Les trottoirs seront traités avec de l'enrobé rouge. Il y aura des plantations en îlot central et sur les côtés, sur les endroits où il n'y a pas de maison. Également vers le bas, on procédera à des aménagements de sécurité par la mise en place d'îlots centraux. Les carrefours, eux, il y aura des plateaux surélevés pour ralentir la circulation et pour donner davantage de sécurité aux habitants, bien sûr, mais également obliger l'automobiliste à ralentir. La fondation de chaussée, elle, est faite avec du matériau recyclé qu'on a récupéré sur place. C'est-à-dire on a procédé à une récupération de bons matériaux sur d'autres chantiers qui étaient mis en stock rue du Quai. Et la semaine dernière, donc, un engin de concassage est sur place pour nous concasser tout le matériau qui représente à peu près 4000 tonnes de matériaux qui ont été recyclés et qui vont être réutilisés en fondation de chaussée. Ce qui permet, disons, d'économiser de l'argent et de répondre un peu à un souci de développement durable. Puisque vous permet à ce moment-là de ne pas utiliser du matériau noble, comme le gravier, mais d'utiliser du recyclé. Le bon matériau, ce sera uniquement la dernière couche, les 10-15 derniers centimètres seront du matériau noble. C'est un matériau noble, donc qui vient directement de gravière. Le recyclage, c'est un plus que nous avons souhaité en disant c'est dommage d'évacuer le bon matériau en décharge ou vers des lieux de stockage des entreprises qui en font du recyclé. Pourquoi n'en profiterions pas nous directement sur chantier? Donc ça fait maintenant 1 an ou 2 que nous stockons donc au bas de la rue de Bobronne le bon matériau apte à être recyclé. Ce matériau donc a été
concassé donc la semaine passée. Il va être mis en œuvre au courant de la semaine. Une fois que le décaissement est fait, on met en fond de fouille le bon matériau qu'on récupère de l'ancienne chaussée. Par-dessus sera mis le matériau recyclé qui se trouve donc au bas de la rue. Et on terminera par une troisième couche de concassé. Alors le coût des travaux, le marché est de 1 050 000 €. Donc pour une durée de travaux d'environ 6 à 8 mois. La fin du chantier est prévue pour fin octobre, fin novembre. Ça dépendra des intempéries, des conditions de travail et de beaucoup d'autres choses. De la graine à la fleur, tel était le projet éducatif mené tout au long de l'année scolaire par l'équipe d'enseignantes de l'école maternelle du centre à Reichshofen. L'aboutissement en est cette belle fête estivale avec les élèves des 5 classes, soit plus de 130 élèves, tous costumés pour l'occasion, tantôt jardiniers, fourmis, poissons, oiseaux, souris ou fleurs. Quelque peu intimidés, ces enfants, âgés de 3 à 6 ans, ont offert avec plaisir un spectacle à leur famille. Une mise en scène digne d'un spectacle de grand. Et les parents, déjà impliqués dans la préparation de cette fête, étaient tous présents, au stand ou aux buvettes, en spectateurs assidus, immortalisant leurs bambins à qui mieux sur photos ou vidéos, essayant de découvrir les signes précurseurs d'une future vedette de la télé ou du top 50. En cette journée caniculaire, l'ombre des tilleuls de la cour de récré était la bienvenue. Programme où vous verrez évoluer différents danseurs, différents choristes, différents musiciens sur la scène. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.
Au sommaire de ce nouveau numéro de Mac 3V, Histoire et légende du château de Lichtenberg, et tout de suite, retrouvons Sandra Adé et sa boîte à patch. Sandra Adé habite Névillers. En avril dernier, elle crée son entreprise La Boîte à Patch. Patch comme patchwork. Disons que moi j'ai toujours été très attirée par les travaux manuels. En fait, j'ai toujours fait un peu du crochet, de la broderie, un peu tout ça. Et puis en feuilletant les magazines spécialisés en travaux manuels, de temps en temps il y avait un petit ouvrage en patchwork. Et donc je me suis lancée, j'ai essayé et puis une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. On est dans la pièce principale et unique même de la boîte à patch, donc, où se passe la vente de tissus au mètre là, que vous voyez derrière nous, la vente d'ouvrages terminés et les cours autour de cette table. Et donc cet endroit est entièrement dédié au patchwork. Il y a 3 pôles, donc le pôle réalisation proprement dit, donc je crée des patchworks que je vends terminés. Il y a un pôle aussi vente de tissus et matériel pour patchwork. Donc il y a des tissus, il y a les fils pour quilter à la main, et puis tous les petits accessoires comme les gabarits pour faire le quilting, c'est-à-dire la couture qu'on fait une fois qu'on a les 3 épaisseurs ensemble pour donner du moelleux à la couverture ou à l'ouvrage. Et donc il y a un 3e pôle qui, celui-là, représente les cours. À la journée comme maintenant, où là chacun réalise vraiment ce qu'il a envie de réaliser, le projet qu'il tient à cœur. Et en soirée, alors, ce sont des choses à thème, enfin, tout le monde réalise la même chose. Les tissus patchwork sont des tissus spécifiques. Disons déjà la présentation, tous sont présentés sur plaque, et c'est des tissus d'1,10 m de large. Et en fait, c'est un tissu qui est assez fin, qui réagit bien au repassage. Et c'est surtout un tissu en général 100% coton qui n'est pas étirable justement. Mais à la base, le patchwork est réalisé avec des chutes, des restes de tissu. C'est par souci d'économie et ça a son berceau, le patchwork à Sainte-Marie-aux-Mines. Et c'était un pasteur qui à la suite des protestants, donc du protestantisme, de la naissance du protestantisme, il y a eu une autre branche qui a été les anabaptistes. Et cela n'était pas trop bien accueilli. Donc on émigrait en Amérique. Et là-bas, on formait, donc il y a encore le mouvement des Amish qu'on connaît bien, et qu'eux, donc, ils vivent sans électricité, sans aucune modernité. Et donc, ils récupèrent un maximum tout ce qu'ils peuvent. Tous les morceaux de tissu un peu usés. Ils en récupèrent des petits morceaux, des petits carrés les moins usés. Et ils en forment après des couvertures qui servent qui servaient à l'époque de bâches pour les chariots, de couvertures tout simplement pour se couvrir. Il faut bien ajuster couture sur couture pour être bien face à face. Et donc parfois, si jamais il arrive que ce soit pas face à face, il faut tirer dessus. Il faut jouer un peu avec le truc. Donc ça c'est un peu plus ardu que les bandes juste unicouleur. Donc de ce côté. C'est une passion que j'ai toujours aimée, mais je n'ai jamais su faire. Alors je me suis dit, une fois à la retraite, je vais me lancer là-dedans. Moi, je viens au cours de Sandra parce que je m'ennuie un peu à la maison vu que je suis enceinte. C'est pas évident. J'ai bien acheté des livres, mais je n'ai jamais... Il faut la technique de base. Et si on n'a pas cette technique de base, de toute façon, on ne peut rien faire. Et c'est pourquoi je viens maintenant et voilà, j'apprends. Je fais quelques travaux de couture, mais sans plus. Je ne suis pas une experte, pas du tout. Pas du tout, c'est pas ça. Mais j'ai toujours aimé le patchwork, parce que quand il y a des expositions, j'y vais souvent parce que j'aime bien voir ce qu'en font les gens. Seulement, c'est très technique, certaines choses, mais là, c'est vraiment à mon niveau.
des choses que j'ai réalisées et déjà soit vendues, soit offertes, donc qui ne sont plus visibles, mais qui peuvent donner des idées à des gens pour faire des commandes. Donc là, il s'agit d'un coussin réalisé avec la technique Hardanger en broderie au centre, et puis un patchwork tout autour. Bon, ça met quand même pas mal de temps à réaliser parce que la broderie, justement, c'est beaucoup plus long, hein. C'est très long la broderie tout à l'intérieur. C'est le tout premier patch que j'ai fait. Et c'est une couverture en appliqué et tout est fait à la main. Tout est appliqué à la main, cousu à la main. Donc ça c'est la règle idéale, enfin très utile on va dire, hein. Donc les outils de base c'est vraiment le cutter rotatif, donc c'est une lame rotative, la règle et la planche, hein. Quand même mieux d'avoir une planche. Cette planche est graduée, donc on voit les carreaux, donc chaque grand carré fait 5 cm par 5 cm. Et donc la règle est également graduée. On voit aussi sur la règle des barres transversales là, qui indiquent des angles. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs et sortes de tissus. Donc vous avez les faux unis, ça s'appelle. Donc c'est toute une gamme de dégradés de toutes les couleurs vraiment. Et donc ça, c'est un peu un dégradé en lui-même d'un ton. Donc si on a quelque chose dans les clairs, ça ira, ou dans les orangés, ça s'accordera aussi. Voilà, donc là, il y a à peu près une bonne centaine de tons différents, hein. Chaque plaque est une autre couleur. On a disposé pour voir à peu près ce que ça peut donner, hein. Vous voyez déjà à peu près l'étoile finie. Donc pour commencer, on va diviser l'étoile en deux. Et on va enlever les côtés. Tout ce qui est pourtour, on le fait en dernier. Et on assemble l'étoile en 4 parties en fait. Hein? On va obtenir 2 moitiés ensuite. Et c'est 2 moitiés qu'on assemblera pour avoir l'étoile finie. Et ensuite, quand l'étoile sera toute finie, on assemblera seulement le fond. Hein? Donc on commence par 2 branches. Donc comme pour les nœuds papillons. La couture à la main, donc là vous piquez dans le coin là et le coin là et vous suivez le long du trait des deux côtés comme précédemment pour les nœuds papillons. Par contre là, voilà le coin, mais là il faut prendre le coin aussi. Hein. Et donc là, on sait qu'entre ces 2 épingles, le trait de ce côté est exactement à la même hauteur que le trait de ce côté. Donc pour vérifier encore une dernière fois, on peut piquer sur le trait, ressortir sur le trait. Donc ça c'est le sampler qu'on réalise pendant les cours. Donc chaque soirée c'est un carré 20 cm par 20 cm qui est réalisé, ou du moins on apprend la technique et ensuite on termine à la maison. Chaque carré a son nom, hein. L'étoile de l'Oyo, celui-là, ou celui-là, les Monstars. En fait, c'est des vrais thèmes de patchwork et c'est par là qu'on commence quand on fait un patchwork. Chaque couleur différente et un morceau de tissu. Un morceau de tissu que l'on coupe à l'aide d'un gabarit et qu'on assemble en le cousant. Il faut d'abord assembler tous les tissus pour faire l'éventail et ensuite on assemble seulement les bords. En fait, on peut très bien le tourner et voir chaque couleur est un autre morceau de tissu qui a été cousu. Là, ce sont des hexagones, ça s'appelle le jardin de grand-mère. Ce sont des hexagones qui sont cousus les uns aux autres. Donc à chaque fois, c'est un petit hexagone de tissu. Et donc les thèmes, c'est comme là l'école, le chemin de l'ivrogne qui associe des courbes. On fait des carrés, chacun différent, avec des modèles différents, et après on les assemble pour pouvoir faire un tableau ou une couverture ou n'importe. J'ai déjà fait un peu dans un autre cercle, mais là je viens pour me perfectionner en fait, parce qu'il y a des méthodes que je ne connaissais pas avant. Et c'est Sandra qui nous apprend là.
On arrive à créer des trucs personnalisés un peu, à choisir les couleurs, les tissus. Moi j'ai vu l'annonce dans l'Écho, parce que j'habite pas près, quoi. Je veux dire, j'habite à 40 km. Et comme je devais faire chercher quelqu'un qui donnait des cours de patchwork, donc j'ai sauté sur l'occasion. Si, ça paraît assez compliqué, mais comme j'aime bien bricoler et tout ça, donc je me suis dit, je pense que j'y arriverai aussi, quoi. C'est la première fois. Ça fait un moment que je voulais en faire, et puis il y avait justement l'occasion dans la région. Et après, pouvoir dire, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Donc ici, nous sommes au château de Lichtenberg. Donc on ne connaît pas la date de construction exacte du château. Tout ce que l'on connaît, c'est une mention, c'est-à-dire dans un texte, on signale qu'en 1206, le château appartient au seigneur de Lichtenberg. Et donc c'est une famille très puissante. 3 membres de cette famille sont devenus évêques de Strasbourg, dont le plus connu, Conrad de Lichtenberg, qui a fait construire la façade occidentale de la cathédrale de Strasbourg. En 1480, le dernier des Lichtenberg décède et le château va devenir une copropriété entre ses neveux. D'un côté, on a la famille des Hanau-Lichtenberg et de l'autre côté, la famille des de Pombitsch. Et pendant une centaine d'années, ces deux familles vont cohabiter pacifiquement sur le site. C'est en 1678 que le château fut utilisé, par les troupes de Louis XIV, comme place forte pour surveiller la nouvelle frontière. Puis, en 1870, il fut détruit durant la guerre de Napoléon III contre les Prussiens. Pendant les 2 guerres mondiales, le château a été transformé en refuge pour les habitants de Lichtenberg et des villages voisins. Au niveau de l'entrée, on a l'aspect militaire du château. Donc on a l'emplacement d'un pont. Actuellement, c'était anciennement un pont-levis. Donc on retrouve tous les petits éléments qui empêchaient l'ennemi d'avancer. On retrouve les machicoulis, on retrouve l'entrée du tunnel où on retrouve une canonnière. Ensuite, dans l'avancée du château, le premier bâtiment que vous allez rencontrer, c'est ce qu'on appelle le pavillon des dames, et c'est le lieu d'habitation à l'origine du seigneur, des familles de Lichtenberg. Ce bâtiment construit au XVe et XVIe siècle laisse encore apparaître un encadrement de portes de la Renaissance, réalisé par Daniel Speckling. Les sculptures qui ornementent la porte prouvent la richesse et la puissance du seigneur. Les sculptures typiques de la Renaissance, nous les retrouvons sur le bâtiment que l'on appelle l'arsenal, donc qui au Moyen-Âge était utilisé pour stocker et entreposer les armes du seigneur. Donc on retrouve sur la devanture de ce bâtiment à nouveau des sculptures de la Renaissance. Ensuite nous avons également la chapelle qui date du XVIe siècle, qui est également un ouvrage de Daniel Speckling. Et on retrouve dans cette chapelle une architecture de transition de la fin du XVIe siècle. On retrouve au niveau de la voûte une voûte d'ogive tardive et on retrouve également dans les niches un décor à caisson, et ça c'est typique de la Renaissance italienne à nouveau. Donc la chapelle est de 1598 à peu près, on retrouve vraiment ce style de transition gothique-renaissance. Une chapelle comportant un mausolée en marbre, dédié à Philippe V de Hanau de Lichtenberg et ses 3 épouses. Ensuite, si vous continuez la visite, vous montez sur le rocher central. Donc au sommet de ce rocher, nous avons des tours du Moyen-Âge. Donc vous pouvez monter tout en haut des tours et vous arriverez sur une terrasse d'artillerie qui a été construite à nouveau par Daniel Speckling au XVIe siècle. Les légendes du château ont pu traverser les âges pour venir jusqu'à nous grâce aux anciens livres, mais surtout par la tradition orale. 2 de celles-ci nous sont racontées par Gaël Mézan. La légende parle tout simplement de 2 frères, 2 seigneurs qui vivaient sur le site, donc sur le château de Lichtenberg, et ils sont tombés très très amoureux tous les deux de la même jeune fille. Et ils sont devenus très jaloux l'un de l'autre,
Et donc il y a un des deux frères qui a décidé de se débarrasser de son frère. En fait, il l'a enfermé dans l'ancien donjon. Donc, le donjon a été complètement détruit, on peut encore voir au sol les marques de l'emplacement de ce donjon. Donc il l'a enfermé dans ce donjon avec pour seule nourriture un morceau de pain sec. Et pas d'eau, et logiquement sans eau on ne survit pas longtemps. Mais nous sommes dans une région où on a ce que l'on appelle le grès, et le grès est une pierre très poreuse qui récupère énormément d'humidité. Donc le prisonnier, dans sa cellule, il prenait ce morceau de pain sec et le passait le long des murs pour récupérer un petit peu d'humidité. Et grâce à ça, il a survécu. Jusqu'au jour où il y a le chapelain du château qui passe à côté du donjon et se rend compte que le prisonnier est toujours vivant. Donc il va prévenir son autre frère et ce frère va le déplacer. Donc déplacer le prisonnier du donjon jusque dans la tour sud. Et cette tour sud est en plein soleil du matin jusqu'au soir et donc il n'y a plus d'humidité. Et en fait, le prisonnier n'a pu réussir à récupérer l'humidité avec son morceau de pain sec et il est mort. Et en fait, son frère, il s'est rendu compte de la bêtise qu'il avait faite et de tristesse, de désespoir, il est monté tout en haut du donjon et il s'est jeté du donjon en entraînant le chapelain avec lui. Cette légende est illustrée dans la salle des têtes par 3 sculptures datant du XVe siècle. Les 2 premières représentent le visage d'un homme pouvant être le prisonnier, et la 3e, ce dernier, tirant la langue pour bien montrer son désir de boire. Ici, on est quand même dans les Vosges du Nord, donc on a beaucoup de châteaux. Il a été choisi ce château tout simplement parce que l'histoire, au niveau de la chronologie, vous avez pu constater que depuis 1200 jusqu'à aujourd'hui, il a pratiquement toujours été occupé. Et en fait, il y a une volonté de continuer à faire vivre ce château dans le temps. Nous, sur nos cartes de visite, on marque château de Lichtenberg, 13e, 21e siècle. Donc il y a eu un projet de revalorisation et donc de restauration. On a des restaurations à l'identique, mais on a aussi une restauration contemporaine. Pourquoi? Tout simplement pour suivre une chronologie. Maintenant, si on avait décidé de restaurer ce bâtiment dans le style du Moyen-Âge, ce n'aurait pas été juste. Si on avait choisi de faire que du style de la Renaissance, ce n'aurait pas été juste non plus. Et pour les pauvres Français, c'est pareil. Donc au lieu de faire des choses fausses, on a tout simplement continué au niveau chronologique. C'est dans les années 90 qu'il y a un concours européen pour choisir le prochain bâtisseur du château. Concours remporté par Andrea Bruno, architecte italien, et Jean-Pierre Lobal, architecte français. Il en résulte de cette collaboration un ensemble d'aménagements et d'espaces. D'autres restaurations sont prévues comme un théâtre en plein air. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le château. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours.